La marche du monde, Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. En ce mois de mai des mémoires de la traite, de l'esclavage et de ses abolitions, RFI se mobilise pour vous proposer une émission exceptionnelle afin de revivre avec vous un événement essentiel. Il s'agit du discours prononcé par Christiane Taubira le 18 février 1999 à l'Assemblée nationale française. Un grand discours dans lequel Christiane Taubira présente sa proposition de loi affirmant que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. C'est un texte puissant, bouleversant, dans lequel est décrit l'horreur de la traite de l'esclavage, du commerce triangulaire et de l'économie de plantation. Un texte à partir duquel nous sommes également invités à dialoguer ensemble dans notre merveilleuse diversité. C'est pourquoi, 20 ans après, il m'a paru absolument nécessaire de diffuser dans son intégralité ce discours fondamental, afin que toutes celles et ceux qui ont besoin de connaître leur histoire, toutes celles et ceux qui veulent comprendre pourquoi l'esclavage, c'est notre histoire commune, puissent se l'approprier. Il m'a semblé également nécessaire de solliciter la présence de Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et à l'époque députée de la Guyane, mais aussi Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, afin qu'ils puissent, dans leur propre voix, nous expliquer les dimensions historiques, fondatrices, mais aussi pédagogiques de ce discours. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, permettez-moi d'abord de vous faire savoir que dans les tribunes, bien sûr, il y a d'éminentes personnes, mais je souhaiterais saluer tout particulièrement et en votre nom, souhaiter la bienvenue à 9 jeunes de Guyane que j'invitais à venir vivre directement l'événement et qui sont là pour constituer une chaîne fraternelle. Ils sont amérindiens, Boni, créoles, haïtiens, français, on dit métro chez nous, et chinois pour symboliser les 4 continents qui, en Guyane, construisent au quotidien la fraternité. Et à mon tour, de souhaiter la bienvenue à l'ensemble de nos invités. Tout d'abord à vous, Christiane Taubira. Merci, bonjour Valérie, merci. Comme nous venons de l'entendre dans votre introduction, Christiane Taubira, le récit de l'esclavage et de la traite négrière comme crime contre l'humanité, vous avez voulu d'abord l'adresser aux jeunes Guyanais, des jeunes que vous avez fait venir à Paris à l'époque. Pour quelle raison, Christiane Taubira ? Il est très très difficile, je réalise, parce qu'on est toujours sûr de soi et maître de soi, surtout quand on a livré autant de combats, y compris différents, que j'en ai livré. Là, je suis submergée déjà par l'émotion, par la remontée dans le temps. Lors de ce combat, il y avait des choses très incompréhensibles pour moi, très très difficiles à vivre déjà. Parce qu'il y avait des contestations, j'ai eu beaucoup plus de contestations et de mises en cause que de soutien. Et j'avais voulu déjà passer le flambeau à la génération suivante. Et j'ai donc pris des dispositions pour d'abord me faire indiquer des jeunes. Je n'ai pas voulu les choisir arbitrairement. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes de me désigner un jeune. Et j'ai simplement donné comme indication que je veux que ce soit une chaîne de fraternité. Donc je veux que ce soit des jeunes qui portent des héritages multiples, composites, qui vivent dans des univers familiaux, culturels différents, mais qui sont tous soit guyanais, soit destinés à le devenir en s'enracinant en Guyane. Et j'ai donc invité ces 9 jeunes à venir assister très, très directement à ce qui allait être un moment important pour moi. Je ne le jugeais pas comme un moment historique en tant que tel, même s'il s'avère que si. Historique par le fait que l'Assemblée nationale accepte de s'emparer de ça, que des députés s'y implique fortement, que le gouvernement est obligé y être inclus nécessairement. Pour moi, c'était une expérience que cette génération devait vivre en direct, de façon à la porter comme une mémoire vive.
Christiane Taubira, vous êtes avec nous depuis la Guyane et j'en profite pour remercier les équipes techniques de Guyane La Première et de RFI où nous enregistrons dans le grand studio avec vous, Jean-Marc Ayrault. Bienvenue dans la Marche du Monde. Merci de votre invitation. Content d'être aussi en direct avec Christiane Taubira. Et merci pour le soutien apporté par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à cette émission. Fondation qui propose des outils pédagogiques sur son site internet pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire entendre cette histoire. Car Jean-Marc Ayrault, au fond, c'est une très longue histoire qui commence au moment de la colonisation et peut-être bien avant la conquête de l'Algérie en 1830. Oh oui, bien avant. Et en tout cas, moi, je viens, comme vous, d'entendre et de voir Christiane Taubira à la tribune de l'Assemblée nationale avec beaucoup d'émotion. Parce que vous n'avez pas, dans la présentation que vous avez faite de mes différentes fonctions, évoqué le fait que j'étais le président du groupe parlementaire socialiste dont faisait partie Christiane Taubira comme députée apparentée. Elle venait juste d'être élue députée de Guyane. Une nouvelle majorité avec Lionel Jospin, Premier ministre, gouvernait la France. Et dès sa participation aux travaux du groupe parlementaire, Christiane Taubira m'a dit son intention de travailler à élaborer une proposition de loi pour que la France reconnaisse que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Moi, j'ai réagi très spontanément en apportant mon soutien à Christiane sans avoir vu son projet de texte, parce que j'adhérais à sa démarche, même si je savais que ça serait quand même un chemin parfois semé d'embûches. Mais le travail qui m'avait animé à Nantes sur le travail de mémoire m'avait tellement sensibilisé à ces questions que je me sentais en phase avec ce que Christiane voulait exprimer et porter. Et donc ce combat, nous l'avons mené ensemble. Il a fallu convaincre parce que c'était long et difficile, les résistances, les inquiétudes, j'irais parfois même les attitudes convenues ou condescendantes, voire même les hostilités. Et puis après, il y avait tout un processus de fabrication de la loi. C'est pas un gouvernement qui la fabrique, ce sont les parlementaires eux-mêmes, les initiatives parlementaires, le groupe parlementaire socialiste, mais aussi les autres groupes de la majorité, les groupes de l'opposition, puis le gouvernement qu'il fallait convaincre, qui aurait pu résister. Et donc c'est ce long chemin qui nous amène à l'intervention de Christiane, non pas en 97, où elle a été élue, mais en 99. Et entre-temps, il y aura, parce que la demande de la société est forte, il y aura eu la marche du 23 mai 1998 avec des dizaines de milliers de personnes à Paris et qui réclament que la France exprime un message fort et intègre cette histoire dans l'histoire de la France, en fait. Et c'est ce qui a été fait. C'est un chemin long de militantisme aussi, d'engagement. Oui, bien sûr, beaucoup de militants qui sont derrière. Nous sommes des porte-parole, les politiques, hein, et nous exprimons aussi l'attente de la société. Mais s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements, ces associations, ces engagements d'historiens, nous n'en serions pas arrivés à ce résultat. Mais c'est une étape vraiment essentielle. Avant d'écouter la première partie de votre discours, Christiane Taubira, je tiens également à remercier mes confrères, Alain Foka, producteur de l'émission Archives d'Afrique, ainsi que Claudicia, producteur de Couleurs Tropicales, qui tous les deux ont accepté d'être à mes côtés pour vous recevoir. Et tout de suite, quelques mots d'Alain Foka. Vous parliez à l'instant, Jean-Marc Ayrault, d'une forte demande de la société. Alors j'ai demandé à Alain Foka, pour une fois, qu'il s'exprime à titre très personnel sur ce que représente pour lui votre discours, Madame Taubira, de présentation de la loi affirmant l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Donc, ce discours revêt une importance particulière pour moi. Particulière parce que, pour que je le raconte mieux, il vaut mieux que je parte d'une histoire personnelle. Une histoire personnelle parce que ça va mieux illustrer ma pensée. Moi, je vis en France depuis une quarantaine d'années. Et mes enfants sont tous donc nés ici. Et il s'avère que ma fille est revenue à la maison un jour avec un devoir consacré à l'esclavage, à la traite négrière. Lorsque je l'ai lu, j'étais très en colère parce que ça correspondait à une version totalement corrigée, révisionniste, etc. Et j'ai dit que je ne pouvais pas l'accepter. Je ne pouvais pas l'accepter parce qu'on ne peut pas continuer à l'Éducation nationale de proposer une telle version aux jeunes. Ça ne contribue pas à réconcilier les gens avec leur histoire. Et j'ai appelé le directeur de son lycée parce que je voulais parler au professeur qui a enseigné cela. Le directeur m'a dit que ça venait de l'Éducation nationale et que je ne pouvais pas parler au professeur. Alors j'ai pris ma fille dans ma voiture et je lui ai dit « Tu vas écouter le discours fondateur du texte ».
Et nous avons écouté l'intégralité du discours. J'ai d'ailleurs appelé Christiane Taubira à l'époque pour lui en parler, il y a quelques années déjà. Le texte était totalement révisionniste de ce qui avait été dit à l'école. Et quand ma fille l'a écouté, elle m'a dit « Mais papa, c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. C'est absolument pas ça. » Et on est allé un peu plus loin dans l'explication. Ça m'a donné l'occasion de lui réexpliquer parce que ce texte venait un peu perturber les convictions qu'on lui avait données à l'école. Et je pense que ce texte doit être entendu, doit être le plus souvent écouté. Parce que Madame Taubira a eu une inspiration extraordinaire lorsqu'elle a présenté ce discours, qui doit être le fil conducteur. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si l'éducation nationale ne veut pas s'approprier l'histoire, qu'elle enseigne au moins, ou en tout cas qu'elle fasse entendre ce discours dans les écoles. Ça va être fondateur. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés ici, leur pays c'est ici, et ils veulent comprendre tout simplement ce qui s'est passé. Sans plus, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas d'envie d'en découdre avec qui que ce soit. Mais tant qu'on essaie de recorriger l'histoire à sa manière, à sa faveur, tant que l'histoire de la chasse sera toujours de la version du chasseur, on ne s'en sortira pas. Il faut en finir avec cette version et dire la vérité. Raconter qu'il y a eu des chefs qui ont résisté, qu'il y a eu des chefs qui ont même été enlevés et emmenés en esclavage. C'est important. Il y a eu des collabos, comme il y en a eu pendant la Seconde Guerre ici, mais en même temps, il faut qu'on dise la vérité, tout simplement. Et j'en profite pour dire que j'ai d'ailleurs fait un documentaire sur les Aouda, pour qu'on continue de raconter cette histoire de façon moins passionnée, tout simplement, remettre l'histoire, c'est tout. Voilà ce que ça m'inspire. Et je remercie encore Christiane Taubira pour ce travail qui est un travail extraordinaire. On ne la remerciera jamais assez d'ailleurs. Christiane Taubira, que vous inspire l'expérience du papa Alain Foka? Alors, j'ai rencontré Alain effectivement il y a quelques années et puis il m'avait invité à son émission. Nous avions longuement parlé pendant l'émission, mais aussi avant et après. Il sait d'ailleurs ma fidélité. J'y m'est arrivé à plusieurs reprises dans des universités en Afrique d'évoquer le contenu de ses émissions, les thématiques qu'il aborde, de m'arrêter il y a quelques mois, par exemple, de m'arrêter sur la question. Il avait fait une excellente émission sur la question du franc CFA, donc avec des invités tout à fait brillants, y compris un brillant banquier qui défendait le franc CFA, ce que je ne suis pas disposée à faire, mais qui était brillant dans son argumentation. Donc voilà, il sait l'estime que j'ai pour son travail. Il ajoute une dimension intime, affective, subjective. Ce sont des dimensions essentielles. Ce sont des dimensions essentielles. Et moi, tant mieux pour les personnes qui sont capables d'aborder ces histoires avec froideur. Moi, le jour où je découvrirai que je suis capable d'être froide sur cette histoire, je vais être désespérée de moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser emporter par ce que Spinoza lui-même appelle les passions tristes, c'est-à-dire du ressentiment, c'est-à-dire de la fureur, c'est-à-dire de la haine. Il ne s'agit pas de ça. Mais il est absolument impossible, sauf à traiter les choses de façon très distante, à savoir combien de navires négriers, combien de tonnes de sucre, combien de kilos de coton, sauf à traiter les choses de cette façon-là. Entrer dans cette histoire, c'est entrer dans une horreur sans nom, dans un gouffre sans fond, entrer dans des abysses et commencer à réaliser, à travers ce que Édouard Glissant appelait la vision prophétique du passé, commencer à réaliser que c'était des personnes individuellement, et que ces personnes étaient face à un chaos absolument insondable et innommable et inqualifiable. Et voilà, donc il y aura de la passion, il y aura toujours de la passion. Il faut la canaliser, mais elle est un ressort, elle est un moteur. Il faut que ce soit une passion, une passion joyeuse d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance, et moi, c'est ce qui me permet de prendre peut-être un peu de distance par rapport à des positions un peu doloristes qui sont fermes dans la souffrance et sur lesquelles je ne porte pas de jugement de valeur. Mais voilà, au-delà de la souffrance, il y a une créativité, il y a une résistance, il y a une joie de vivre. Ce sont des personnes qui ont continué à aimer, ce sont des personnes qui ont chanté, ce sont des personnes qui ont dansé, ce sont des personnes qui ont rusé, ce sont des personnes qui ont inventé, ce sont des personnes qui ont créé.
Donc voilà, il y a ça, et ça c'est dans l'héritage, ça c'est notre patrimoine, et c'est pas seulement le nôtre, c'est le patrimoine de l'humanité. Ce sont des personnes qui ont inventé des langues, des façons de faire, des façons de, y compris de se battre, y compris de tuer par des plantes, inventer des résistances complètement inédites, et voilà, c'est ça l'héritage, et c'est avec ça qu'on doit traiter, vraiment. Et cet héritage, il s'agit de l'enseigner, Jean-Marc Ayrault. Bien sûr, et on voit à quel point c'est compliqué parfois dans l'enseignement, pour les professeurs, les réflexions qu'on peut entendre. On nous parle de repentance, d'autoflagellation. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ceux qui ont en charge de l'enseigner, cette histoire? Moi, je suis très confiant dans l'engagement des professeurs, des enseignants de l'éducation nationale. D'abord, la loi portée par Christiane Taubira, il y a un premier article, c'est la reconnaissance du crime contre l'humanité. Et après, tout de suite, le deuxième article, c'est l'engagement que la République fera en sorte que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires et que la recherche sera également encouragée. Et nous avons, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, publié une étude sur 20 ans d'enseignement après le vote de la loi Taubira. Et il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de lacunes, ne serait-ce que dans les programmes scolaires eux-mêmes. Puisque, par exemple, la révolution haïtienne, avec Toussaint Louverture, n'est présentée que dans les programmes scolaires des Outre-mer et des lycées d'enseignement professionnel, pas d'enseignement général. Donc encore une histoire à part entière. Voilà, mais par contre, ce que je constate avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est que, d'abord, le nombre d'élèves qui participent chaque année au concours de la flamme de l'égalité ne cesse de progresser. Et surtout, la Fondation, en accord avec l'Éducation nationale, organise des stages de formation des professeurs dans les académies. Nous avons d'ailleurs fait un stage il y a quelques mois en Guyane, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, et la demande des professeurs est extraordinairement nombreuse. Les professeurs ont des programmes écrits, mais veulent des clés, être accompagnés, parce que enseigner cette histoire, c'est parfois sensible, c'est parfois difficile, il peut y avoir des réactions dans les classes, c'est un peu comme l'enseignement de la morale civique et l'enseignement civique, et donc expliquer l'histoire, surtout quand elle touche et qu'elle peut passionner, ça demande aussi beaucoup d'aide et beaucoup de pédagogie, et les enseignants sont demandeurs. Je pourrais un exemple. Nous étions présents au rendez-vous aux rencontres d'histoire de Blois en octobre dernier, et nous avions organisé un atelier pédagogique consacré à au Code Noir, pardon. C'était archibondé, nous avons même dû refuser du monde. Ça veut dire qu'il y a... C'est pour ça que je vois avec confiance et espoir ce que les enseignants veulent faire. Mais par contre, il faut que l'institution, elle suive. C'est pas toujours le cas, il faut la bousculer. Mais c'est aussi notre rôle. Demande de la société civile, demande des enseignants, demande de nos chers auditeurs à entendre déjà ce discours de Christiane Taubira. Je vous propose d'en réécouter ensemble les premières minutes. Nous retrouvons l'atmosphère solennelle de l'Assemblée nationale française. Nous sommes le 18 février 1999. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Et parce qu'il s'écoulera encore quelque temps avant que la paix et la sérénité ne viennent adoucir la blessure profonde qui irrigue une émotivité inassouvie, parce qu'il peut être rude d'entendre décrire par le menu certains aspects de ce qui fut une tragédie longue et terrible, parce que l'histoire n'est pas une science exacte, mais selon Fernand Braudel, toujours à recommencer, toujours se faisant, toujours se dépassant, et parce qu'enfin la République est un combat, comme nous l'enseigne Pierre Nora, quoi qu'il ne soit pas usage de procéder ainsi, je propose de convenir de ce que n'est pas ce rapport. Ce rapport n'est pas une thèse d'histoire, il n'aspire à aucune exhaustivité, il ne vise à trancher aucune querelle de chiffres, il reprend les seules données qui ne font plus litige. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique parce que
les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs, il n'est pas non plus une profession de foi, parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Dès le début, l'entreprise fut marquée par la férocité. 15 années ont suffi pour faire totalement disparaître d'Haïti ses premiers habitants, les Amérindiens. L'entreprise fut rapidement justifiée. Ces Amérindiens, dont on dénombrait 11 millions le long des Amériques en 1519, n'étaient plus que 2,5 millions à la fin du XVIe siècle. Et la justification de l'entreprise, c'est qu'elle relevait de la mission civilisatrice, qu'elle visait à sauver des êtres sans âme, qu'elle cherchait à assurer le rachat de certains. Cette entreprise était justifiée parce qu'elle était légitimée par la prétendue malédiction de Cham. Mais très vite, Césaire va démasquer. Le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée d'étendre à l'échelle du monde la concurrence de ses économies antagonistes. La traite et l'esclavage furent extrêmement violents. Les chiffres qui prétendent les résumer sont d'une extrême brutalité. Dès 1978, Jean Métas établit un bilan exhaustif de la traite et de l'esclavage pratiqués par la France. La France apparaît comme la troisième puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic dont les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée, après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme, qui en fait la propriété d'un autre. Le Code noir, qui a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles, stipule que l'esclave est un meuble et que l'esclave affranchi doit un respect singulier à ses anciens maîtres, aux veuves et aux enfants. Vous êtes bien sur RFI, nous revivons avec Christiane Taubira et Jean-Marc Ayrault le discours de présentation de la loi affirmant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, un discours prononcé à l'Assemblée nationale le 18 février 1999, un discours historique, un discours fondateur et aussi un discours pédagogique. Christiane Taubira, vous avez choisi de dire ce que ce texte n'est pas. Et vous avez également choisi de dire ce qu'il est. Vous citez Aimé Césaire, animal politique, poète. Césaire qui s'est battu en 1946 pour que les vieilles colonies deviennent des départements français et pour l'égalité des droits avec les citoyens français. Et vous insistez, dans les mots de Césaire, sur cette dimension économique, masquée, mais fondamentale, si l'on veut comprendre la traite atlantique. Christiane Taubira. Oui, il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs moments dans l'histoire de la France. Il y a eu plusieurs moments pour résumer cette histoire, pour la dénaturer. Et donc, il y a eu les missions civilisatrices, il y a eu la traite et l'esclavage, ça arrêtait l'esclavage, alors plutôt la colonisation arrêtait l'esclavage en Afrique, la traite et l'esclavage. Il y a eu des justifications. Ce qui est important, ce que j'essaie de dire. Alors, d'abord, je veux saluer Jean-Marc Ayrault et le travail qu'il a effectué à l'époque, parce que c'est vrai que ça a été à certains moments une guerre de tranchées. Et il y a eu de grands moments. Parce que ce discours,
je vais le dire et ça va, mais c'est la vérité, mais ça va sans doute un peu démythifier ce moment, mais ça va lui donner aussi une plus grande dimension au sens où, oui, je suis sur la scène, oui, je suis à la tribune, mais juste avant de monter à la tribune, je suis désemparée et je pense que ça se voit, je ne sais pas s'il existe des images de ça, mais en tout cas, le président de séance me regarde et il me fait signe avant d'ouvrir la séance, parce que je pense que je lui lance un regard désemparé, puisque nous venons d'une séance que Jean-Marc Ayrault connaît bien, c'est l'article 88, c'est juste avant le débat public, une séance qui est consacrée aux amendements de députés qui n'appartiennent pas au groupe, à la commission, donc la commission des lois, qui a travaillé sur ce texte. Le matin, je le dis en une demi-phrase, le matin, j'ai dévalé 2 escaliers de métro, donc je me suis fait une entorse. Donc voilà, physiquement, je suis abîmée. Nerveusement, je suis très fragilisée parce que ça fait des mois que je livre cette bataille et qu'elle est très dure, psychologiquement, nerveusement, affectivement, elle est très dure. Et juste avant de monter à la tribune, et c'est là où je vais en venir, juste avant de monter à la tribune, j'ai un moment de désarroi. Je me tourne vers 2 femmes que je veux citer ici, parce que Jean-Marc Ayrault a été tout le long à chaque étape, il a été vraiment là et je ne remercierai jamais assez. J'en parle dans mon livre qui s'appelle Mai Météore, et donc dont Jean-Marc a été là sans arrêt. Et ce jour-là, il y a 2 femmes que je veux nommer, c'est Catherine Tasca, présidente de la commission des lois, et Elisabeth Guigou, garde des Sceaux. Elles voient toutes les 2 que je suis désemparée. Et je regarde Elisabeth et je lui dis mais je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. Je suis épuisée. Ma tête est vide. Voilà, je n'ai pas eu le temps. Tous ces derniers jours, je n'ai pas eu le temps de préparer une intervention. Et Elisabeth me répond très posément. Vas-y, ne t'inquiète pas. Ce sera bien comme d'habitude. Et je me tourne vers Catherine Tasca, à peine apaisée, même pas encore apaisée. Et Catherine Tasca, qui a entendu mes mots, aussi a la même réaction qu'Elisabeth, aussi posément, aussi doucement, mais doucement, pas dans le ton, doucement dans vraiment la douceur. Elle me dit vas-y, tu nous diras de belles choses. Et je monte en boitant, bien sûr, puisque j'ai ma double entorse, je monte en boitant. Et je prononce donc ce discours. Voilà, donc je démythifie. C'est un discours qui aurait dû être construit. C'était un événement essentiel, mais les batailles des semaines avant ont été telles, continues, des affrontements, des incompréhensions, des suspicions, des doutes, y compris les personnes qui étaient par exemple dans cette marche mémorable du 23 mai 1998, qui n'avaient aucune confiance dans les institutions de la République. Et qui se disaient, il y a un sale coup qui va arriver. Donc, qui refusaient de s'impliquer, qui n'apportaient pas ce que je comprenais à l'époque et que je comprends encore mieux aujourd'hui. Mais je leur disais, mais venez, faites foule, dites qu'ils entendent. Mais les institutions de la République avait toujours été tellement négligente, tellement en surplomb, tellement en mépris souvent, en dédain en tout cas, plus qu'en mépris, tellement en ignorance des uns et des autres, qu'il n'y avait pas eu cette relation de confiance. Donc même les personnes qui exigeaient que le crime soit proclamé, moi c'est pas une idée de moi ça, je n'en avais pas besoin. Quand je l'ai entendu pour la première fois demander, il faut qu'on dise que c'est un crime contre l'humanité, j'ai trouvé qu'on n'a pas besoin de parole officielle pour une chose aussi évidente. Donc voilà, j'ai pris en charge une revendication collective. Donc les personnes même qui demandaient ça n'avaient tellement pas confiance aux institutions de la République qu'elles ne voulaient pas prendre ça au sérieux. Donc elles ne voulaient pas s'impliquer, probablement pour ne pas être blessées, pour ne pas souffrir, pour ne pas être déçues. Et donc, moi, je venais de traverser tout ça, donc je n'avais pas eu le temps de... Alors, je n'aurais jamais dû raconter que j'ai pas préparé un discours qui devait faire date et qui devait, voilà, qui... si on en croit à l'Infoca, doit être très largement diffusé. Mais voilà, en tout cas, ça rappelle ce que je voulais dire, c'est que ces 2 femmes-là ne m'auraient pas dit à ce moment-là, ces 2 phrases aussi simples. Je ne sais pas dans quel état je serais montée à la tribune de l'Assemblée. Et il y a eu d'autres moments comme ça avant. Il y a eu d'autres moments lorsque Jean-Marc a pris effectivement en charge immédiatement
le texte en disant « je vais le signer, je vais les signer en tant que président de groupe », c'est-à-dire qu'il engage la totalité de groupe. Dans la foulée, vous avez des personnalités comme Jack Lang, comme Laurent Fabius, comme Yvette Roudy. Dans la foulée, vous avez ces personnalités qui disent « nous allons également signer le texte ». Vous avez une personne comme Véronique Neyerts, qui à l'époque était très combative, qui dit tout de suite alors, l'ensemble du groupe dit, bon, ben, Christiane, tu es l'auteur de la proposition de loi, il faut que tu en sois la rapporteure aussi. Mais pour être rapporteur d'une proposition qui sera portée par la commission des lois, il faut appartenir à la commission des lois. Moi, j'appartenais à la commission des affaires étrangères. Tout de suite, Véronique Neyerts dit, eh ben, écoute, Christiane, on permute. Pendant le temps de l'examen de ce texte, je te donne ma place à la commission des lois, je prends la tienne à la commission des affaires étrangères. Donc voilà, il y a ces moments qui sont des moments magiques, qui sont des moments de combat partagé, qui sont des moments qui donnent profondément sens à un idéal. Qu'est-ce que nous portons ensemble, à quoi nous croyons et comment nous voulons modeler le monde. Et c'est ce qui se passe à ces moments-là. Et c'est ce qu'on va entendre maintenant, Christiane Taubira, dont je suis absolument stupéfaite, et nos auditeurs n'en croiront pas non plus leurs oreilles. Ils vont écouter un discours improvisé. Et c'est cela que vous nous dites 20 ans après encore. Le commerce triangulaire a duré 4 siècles, puisque les premiers navigateurs ont atteint le cap Bocrador en 1416. Les premières razzias qui aient laissé des traces datent de 1441 sur le Rio de Ouro. Il est vite apparu que les Amérindiens allaient être décimés de façon impitoyable par l'esclavage, par les mauvais traitements, le travail forcé, les épidémies, l'alcool, les guerres de résistance. Le père dominicain Bartolomé de las Casas, qui se proposait de les protéger, a suggéré l'importation massive d'Africains réputés plus robustes. 15 à 30 millions, selon la large fourchette des historiens, 15 à 30 millions de personnes, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Et probablement, au bas mot, 70 millions, si nous retenons cette estimation qui établit que pour un esclave arrivé aux Amériques, 4 ou 5 ont péri dans les razzias, sur le trajet jusqu'à la côte, dans les maisons aux esclaves de Gorée, de Ouida, de Zanzibar, et pendant la traversée. Le commerce triangulaire a été pratiqué à titre privé ou à titre public pour des intérêts particuliers ou pour la raison d'État. Le système esclavagiste était organisé autour de plantations domaniales plus prospères ou aussi prospères que celles du clergé et que celles des colons privés. Les compagnies de monopole, pendant très longtemps, jusqu'en 1716, ont écarté l'initiative privée. Mais le développement de l'économie de plantation en plein siècle des Lumières a nécessité l'ouverture de ce monopole. Et les lettres patentes du 16 janvier 1716 autorisent les ports de Rouen, de Saint-Malo, de La Rochelle, de Nantes, de Bordeaux à pratiquer le commerce de la traite. Contre 20 livres par tête de noir introduits dans les îles et une exonération de la taxe à l'importation. Le régime fiscal se complétait avec des incitations en faveur des armateurs, des taxes sur l'affranchissement, des taxes sur les ports atlantiques. Cette violence et cette brutalité expliquent très probablement, pour une large part, le silence convergent des pouvoirs publics qui voulaient faire oublier et des descendants d'esclaves qui voulaient oublier. Pourtant, nous savons le partage des responsabilités. Nous savons les complicités d'antan et nos défaillances d'après. Ils ont su si bien faire les choses, qu'un jour nous avons tout, nous-mêmes, tout foutu en l'air. Oh, que t'es déjà Léon Gontran Damas. Les mots de Léon Gontran Damas, poète, écrivain, homme politique français de père guyanais et de mère martiniquaise dans la bouche, de Christiane Taubira, une archive de l'Assemblée nationale que nous diffusons avec son aimable autorisation sur RFI dans la marche du monde. Il s'agit de la proposition de loi affirmant que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Un discours, mais aussi un combat, comme nous l'a expliqué Christiane Taubira, qui a sa propre histoire, une histoire d'engagement. C'est pourquoi j'ai proposé à Claudicia, producteur de Couleurs Tropicales, de nous rejoindre afin de nous livrer les raisons de sa propre implication, notamment au sujet de ce silence des pouvoirs publics dont nous parle Christiane Taubira, mais aussi au sujet de ce silence
des descendants d'esclaves qui, pour d'autres raisons, voulaient oublier. On t'écoute, Claudie. Je vais essayer de parler un petit peu de moi, mais parler de moi, c'est de parler de celles et ceux qui n'ont jamais arrêté de mener ces combats-là. Moi, dès le milieu des années 80, sur des radios dédiées, je racontais les épisodes de l'esclavage, et les originaires d'outre-mer, beaucoup, enfin, nombreux en tout cas, m'appelaient en me disant que je racontais n'importe quoi. On était vraiment dans une période où les gens ne connaissaient pas leur histoire. Et ça, pour bon nombre d'entre nous, c'était dramatique. Et donc, il fallait continuer encore et encore et à parler. Lorsqu'en 92, l'Espagne décide de commémorer le 500e de la découverte, de la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb. Dite découverte parce qu'il y avait là des êtres humains. Christophe Colomb et les siens étaient donc les premiers Européens à arriver, mais il n'y a pas de découverte. Mais c'est vrai que Livingstone, plus tard, dira que rien n'existe tant que le blanc ne l'a pas découvert. Et j'étais très en colère face à cela parce que on n'a pas parlé, évidemment, des peuples autochtones trucidés, génocidés, puis plus tard parqués dans des ce que, alors, par excès peut-être que j'appellerais des camps de concentration. On n'a pas parlé de ces identités piétinées, lacérées, jetées dans le marigot, puis la déportation des millions d'Africains vers ces Caraïbes, les Amériques, l'océan Indien. Et puis je ne veux jamais oublier également, bien avant, la déportation des Africains, et j'en parlerai dans un instant, vers la péninsule arabique. Le 23 avril 1993, je décide d'organiser ce qui est convenu d'appeler la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage sur le territoire français hexagonal, et que j'ai baptisé la marche des nègres marrons. Nous avons défilé de la place de la République à la place de la Nation à Paris. Selon la police, nous étions 10 000, et c'était une première. Et même là encore, certains originaires d'outre-mer, des Antilles comme moi, m'ont attaqué en me disant ce n'est pas ce qu'il faut faire, il y a d'autres choses à faire. Mais il y avait déjà tellement de colloques, et moi j'étais conscient que bon nombre d'entre nous ne connaissaient pas cette histoire et n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait s'emparer de cette histoire-là. Alors, l'idée de cette marche, pour moi, ce n'était pas une revanche à prendre, ce n'était pas une colère exprimée, mais je pensais qu'il fallait convoquer le passé pour comprendre le présent, toutes les discriminations, toutes les formes, cette discrimination protéiforme, sociale et autres, et savoir comment est-ce que nous allions ensemble construire un avenir commun. Et en disant toujours à chaque fois, il ne faut jamais être prisonnier du passé. C'est ce que Christiane dit bien mieux que moi, ce que Jean-Marc également a exprimé. Et au moment où nous organisons cela, je voudrais juste rappeler que c'était cette découverte des Amériques, ces festivités espagnoles, c'était dans le cadre de l'exposition universelle de Séville. D'ailleurs, le thème était l'ère des découvertes. Et donc, il fallait que nous, on puisse exprimer notre voix. Alors, chère Christiane, on assiste depuis de nombreuses années en France à une vraie crise identitaire. C'est-à-dire que beaucoup ont du mal à comprendre que que la population française, dans sa diversité, c'est la somme de son histoire. Je voudrais revenir à 2001. Au moment où vous êtes dans l'hémicycle, au moment où, après cela, il y a toutes sortes de débats dans les médias et pas seulement, mais y avait-il, de la part de vos collègues députés, de membres du gouvernement, un refus réel d'intégrer l'épisode de l'esclavage dans le récit français, alors que c'est une évidence, et quels étaient les arguments des uns et des autres? Et juste ajouter, parce que certains ont dit que le texte initial de la loi avait été un petit peu vidé de sa substance. Merci Claudie pour ce rappel et pour ce témoignage. Et puis bon voilà, hein, on sait bien, on est camarades de lutte, compagnons de marche et de revendication et de bon voilà. Et donc nous avons des expériences singulières, la tienne à ta place, la mienne à ma place, et ce sont voilà, il y a une grande solidarité de combat.
je disais tout à l'heure, alors effectivement, on ne peut pas comprendre pourquoi j'arrive épuisée le jour du débat public. Les combats ont été rudes et c'est vrai que le texte a été modifié en substance. Par exemple, l'article 1er, il nommait les puissances européennes, il parlait de populations déportées et ça, ces deux termes ont fait l'objet d'âpres négociations, discussions avec le gouvernement de l'époque. Et bon, voilà. Alors, ce sont des choses que je raconte par le menu dans ce livre Mes Météores, au chapitre Abysse, parce que ce sont des choses qu'on peut comprendre. Alors, ça n'est pas le moment là d'expliquer, parce que ce sont des discussions de fond. Ce sont des choses qu'on peut comprendre. La mémoire traumatisée, la mémoire française traumatisée sur la Shoah, la sensibilité extrême, y compris dans la population, sur le concept même de crime contre l'humanité, parce que lui, il a été maintenu, mais il a été très fortement interrogé sur le mot de déportation, sur lesquels, moi, j'ai même demandé au gouvernement, est-ce qu'il y a un copyright là-dessus? Dans les discussions, il y avait des discussions extrêmement tendues. Donc, même si c'était pas des positions de blocage, mais c'était l'inquiétude, l'interrogation, le sens des mots, mais non pas le sens littéral des mots, mais le sens des mots avec leur charge, avec leur connotation profonde construite à travers le temps, avec leur charge affective énorme. Donc il y a eu tout ça, il y a eu à l'Assemblée nationale, dans la gauche, plutôt une majorité favorable, mais avec des interrogations un peu sournoises parfois. Ben oui, mais enfin les Africains, ils ont quand même vendu ces esclaves-là, etc. Ils ont vendu les captifs. Donc il y avait des choses comme ça. À droite, il y avait une interrogation. Après, il y a eu plutôt un positionnement, je pense à Alain Juppé notamment, je pense à Donodieu de Vabre. Bon, par contre, il y a eu Pandro qui a affronté de plein fouet. Hein. On a eu une passe d'armes très très claire au sein de la commission. Et puis, il y a eu les parlementaires d'outre-mer, parce que voilà, mais lorsque je dis ça, ça n'est pour accuser personne. C'est pour restituer l'histoire dans sa complexité, dans sa vulnérabilité, en tout cas la façon dont nous vivons l'histoire. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi. Parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liés à l'esclavage et notamment aux indemnisations qui ont suivi l'abolition en faveur des colons. Elle suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissée par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l'action des philosophes et des abolitionnistes. Que cette réparation conjugue les efforts pour déraciner le racisme, pour dégager les racines des affrontements ethniques, pour affronter les injustices fabriquées. Elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire. Bien sûr, ça fait une irruption un peu vive, un peu brutale, mais il y a si longtemps que nous frappons à la porte. Léon Gontran Damas déjà hurlait son ressentiment. Je me sens capable de hurler pour toujours contre ceux qui m'entourent et qui m'empêchent à jamais d'être un homme. Le dialogue semble amorcé, avec 1000 précautions, comme savent faire ceux qui savent que souvent les mots charrient beaucoup plus que ce qu'on leur confie, avec des préliminaires attentifs, parce que nous savons que nous avons tant de choses à nous dire. Mais nous allons cheminer ensemble dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse, que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie et que la vie est dans les couleurs. Et que les cultures et les dessins
lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. Nous allons donc continuer à mêler nos dieux et nos saints. Nous allons partager le kachiri et le sweli et nous allons implorer ensemble l'archange, Eshu, Gadou, Quetzalcoatl, Shiva et Mrayeme. Merci. C'est une expérience humaine, politique, affective extrêmement enrichissante. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, cet article premier, il a été modifié. Bon, la loi, c'est une œuvre collective et je l'accepte comme telle. Il y avait un article qui prévoyait la mise en place d'un comité de personnalités chargé d'étudier le préjudice et de faire des propositions en matière de réparation, qui a disparu moins de 48 heures. C'est un article qui a posé des problèmes dès le début, mais à chaque fois, avec les travaux, avec les discussions, on arrivait à le maintenir. Et puis 48 heures avant, ce sont les parlementaires d'outre-mer qui, par exemple, ont expliqué que, et c'est clair, hein, il y a des traces écrites de ça, hein, et je répète, c'est pas une mise en cause des parlementaires, c'est la difficulté de vivre les choses. À l'époque, il y a des historiens, par exemple, dont certains travaillent aujourd'hui de façon tout à fait intelligente, féconde, productive, etc., mais qui étaient sceptiques, qui disaient que la loi n'a pas à se mêler de ça, qui comprenaient pas pourquoi des législateurs venaient qualifier des événements historiques. Dans la loi, comme l'a rappelé Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, dans la loi, l'article 2, qui a fait l'objet d'une bataille très rude à laquelle a participé Louis Mermaz, par exemple, une bataille très rude avec le gouvernement qui demandait le retrait de l'article, nous avons pu le maintenir. Mais dans cet article 2, il est question de favoriser la coopération, la recherche et même la prise en compte d'archives orales ou d'archives archéologiques, etc. Évidemment, les historiens à l'époque poussaient les hauts cris parce que, la doctrine en histoire dominante, c'était les archives fiables, les documents écrits, les supports physiques, etc. Donc dire que, mais non, il y a d'autres archives, il y a la transmission orale, il y a des choses qui s'interrogent. Ça ne veut pas dire que ça doit être accepté en l'état, mais qui s'interrogent, donc qui doivent être inclus. Voilà. Et bon, voilà, il y a eu ça. Parmi les progrès, il y en a qui ne sont pas visibles, et parmi ces progrès pas visibles, il y a le fait qu'aujourd'hui, vous avez des historiens qui étaient choqués à l'époque par le fait d'aller chercher des traces de cette histoire ailleurs que dans les documents établis et poinçonnés, je dirais. Il y a aujourd'hui des historiens qui interrogent ces sources-là, ces archives plus volatiles, ils acceptent de les interroger. Donc voilà, donc quand je rappelle des positionnements, des questionnements, ça n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, ni des courants de pensée. C'est juste pour dire, voilà, c'est une histoire extrêmement douloureuse, elle est extrêmement pénible. Dès qu'on l'aborde, moi, je ne pensais pas en souffrir autant. En ces mois des mémoires, en ce mois de mai, on commémore la loi Taubira 20 ans après, une mémoire douloureuse, et on commémore aussi le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et celui qui a trahi l'idéal de 1789, celui qui a rétabli l'esclavage. Est-ce qu'on peut commémorer les deux ? On peut commémorer, mais on n'est pas obligé de célébrer. Moi, j'ai envie de célébrer l'abolition de l'esclavage de 1794 et celle de 1848. Mais j'ai pas du tout envie de célébrer le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, premier consul. Qu'est-ce que la loi Taubira a apporté et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que vous dirigez, c'est justement aujourd'hui de montrer... Mais c'est extraordinaire ce que la loi a apporté, parce que Christiane Taubira vient de décrire le cheminement, parce qu'entre le dépôt de la proposition de loi 99, le vote final 10 mai 2001, ça fait du temps. Ouais. Et il a fallu convaincre beaucoup de gens. Une proposition de loi parlementaire, vous savez, il n'y en a pas beaucoup souvent de voter parce qu'il y a le fait majoritaire, il y a surtout le gouvernement, sous la Ve République, qui a une maîtrise quand même très forte de ce qui se passe au Parlement. Et donc, c'est souvent un effet d'annonce, une proposition de loi. Là, c'est une proposition de loi qui, grâce à la ténacité de Christiane et ce qu'elle vient de redire, mais aussi des soutiens qu'elle a eus, la dynamique qu'elle a réussi à créer, se termine par un vote à l'unanimité, avec le soutien du gouvernement. Alors bien sûr, le texte a en partie évolué sur certains aspects, mais l'essentiel, c'est que la France, c'est un acte courageux pour un pays de dire, voilà ce que nous avons fait, nous prenons cette responsabilité, nous le disons au monde.
La traite et l'esclavage, pour ce que la France a fait, c'est un crime contre l'humanité. Mais on va en tirer des conséquences. Et les conséquences, c'est pas de régler des comptes. Et je voudrais citer une phrase que Christiane Taubira a citée elle-même dans la préface qu'elle a écrite de la présentation du Code noir. Cette phrase, elle est inspirée par Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Je ne sais pas quel est l'auteur, en fait. Est-ce que c'est les deux? Cette interminable douleur est un maître précieux. Elle nous a enseigné l'échange et le partage. Et en fait, ce dont nous avons besoin dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est d'échange et de partage. Alors que nous sommes de plus en plus dans une tendance à la polarisation, à l'excès, à la caricature, à la violence verbale et au raccourci. Et donc cette loi, elle nous enseigne la manière de traiter les questions contemporaines, les questions de mémoire, les questions d'histoire, même les plus douloureuses. C'est celle d'abord de la reconnaissance, et puis c'est celle de la transmission. Et puis c'est aussi le travail qu'il faut faire pour réconcilier la société, non pas la diviser, mais sur la base des valeurs communes que sont celles de la République et qu'il faut faire vivre concrètement, c'est-à-dire faire reculer le racisme, les discriminations, les préjugés, les stéréotypes. Et ça, c'est un combat de tous les jours, c'est le combat de la République. Mais cette loi, Taubira, elle a fait progresser la République. C'est un patrimoine, c'est à nous de le faire fructifier. Christiane Taubira, quel rôle aujourd'hui vous pouvez jouer, justement, pour nous rassembler? Je ne sais pas si je peux assumer une responsabilité aussi lourde. Je crois qu'effectivement, les questions les plus taraudantes sont les questions contemporaines. C'est comment cette histoire a laissé des traces. La dénégation, elle peut se concevoir, elle peut être de bonne foi, la dénégation. Elle peut être aussi une façon de se protéger. Mais ça ne peut pas avoir de poids face aux vies présente, face aux vies vivantes, je dirais. C'est-à-dire que les conséquences de cette histoire sont là dans le quotidien de personnes qui subissent le racisme, les discriminations, qui sont exclues, qui sont systématiquement rejetées, systématiquement contrôlées. Ce sont les statistiques du défenseur des droits. Les personnes d'apparence de peau noire, d'apparence maghrébine, etc., ont 20 fois plus de risques d'être contrôlées par la police que les autres personnes dans la société. Donc ça, ce sont des réalités tangibles et mesurées. Ce sont des réalités mesurées. Et ça, c'est pas juste des statistiques. C'est le pourrissement quotidien de la vie des gens. Et non seulement on leur pourrit leur vie quotidienne, mais on leur pourrit leur esprit, parce qu'on détruit l'espoir, on détruit la confiance, on détruit le sentiment d'appartenance collective. Et ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que on laisse les nostalgiques, aussi bien ceux qui disent que, bon voilà, il y a de part et d'autre des personnes qui pensent que le monde était en noir et blanc. Il n'a jamais été en noir et blanc. C'est pour ça qu'il a fallu toutes ces théories pour justifier la traite négrière, l'esclavage. C'est pour ça qu'il a fallu la théorie du racisme. Ça a été les théories des races. Les théories des races sont arrivées après la traite. C'est une invention pour justifier un système économique. Donc tout ça, ce sont des théories. Donc tant pis pour les nostalgiques d'un bord ou de l'autre. Le monde n'a jamais été en noir et blanc et il a fallu inventer les raisons pour lesquelles on se livrait à une telle pratique économique lucrative. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous portons en charge? Nous portons en charge nos vies individuelles, nous portons en charge nos sociétés collectives et leur cohésion, nous portons en charge l'état du monde. Et c'est ça les combats que nous devons livrer aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous laisser lester par des nostalgiques, par des passéistes, par des dénégateurs. C'est une histoire qui a laissé beaucoup de traces, y compris des traces physiques autour de nous. Et le grand courage de Jean-Marc Ayrault dans sa ville, c'est d'avoir dit aux habitants de Nantes, aux Nantais, mais oui, c'est notre histoire et les traces sont là aussi. Regardons, elles sont dans les grandes familles, elles sont dans l'architecture, elles sont dans l'espace public, elles sont là, ces traces-là. Et nous, notre force, ce qui fait que nous sommes des êtres humains verticaux qui maîtrisons notre vie individuelle et notre vie collective, qui maîtrisons notre histoire, c'est que nous l'affrontons.
Nous l'affrontons ensemble, voilà. Pas pour nous flageller, nous l'affrontons ensemble parce qu'elle fut cette histoire-là et qu'elle est encore, puisqu'elle a des traces. Elle a des traces pas seulement dans notre environnement, elle a des traces aussi dans nos comportements, dans nos préjugés, dans nos façons de nous comporter, dans nos façons aussi de voir les autres et de penser les autres. Donc c'est ça les enjeux. Moi je trouve ça très stimulant, franchement. Je trouve ça très stimulant. Ça a du sens d'appartenir à des générations qui ont à faire face à cela. Et à comprendre en fait comment fonctionne aussi l'esprit humain, parce qu'on a beau dire qu'on ne savait pas, on savait, on a toujours su, parce que ça a toujours été sous les yeux, même lorsque les colonies étaient lointaines. Aux États-Unis c'était sous leurs yeux, là, tout de suite sur le territoire. En Europe c'était loin, c'était dans les colonies, mais c'était déjà sous les yeux. C'était déjà sous les yeux. Il y avait des traces, il y avait les conflits entre la betterave et la canne pour le sucre, les conflits entre les eaux de vie de royaume et le rhum, les conflits sur les territoires, les affrontements entre l'Angleterre, la France pour les colonies. Donc c'était sous les yeux de tout le monde. Les expositions universelles au début du XXe siècle aussi, c'était sous les yeux de tout le monde, tout le temps. Il y a Bombanania, c'était sous les yeux de tout le monde. Donc tout le monde sait, depuis longtemps tout le monde sait. Aujourd'hui, les générations vivantes, elles doivent juste avoir le courage de dire mais l'histoire ne peut pas nous submerger, l'histoire ne peut pas nous dépasser, l'histoire ne peut pas nous écraser. Voilà, donc l'histoire, on marche dessus et puis au sens où on en extrait tous les enseignements et on construit l'avenir. Et l'avenir, il se construit dans des sociétés plurielles. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, hein, mais les jeunes qui sont là, ils sont là. Point barre. Ils sont français. Point barre. Et puis ils portent le patrimoine français, y compris le patrimoine français le plus gaulois. Ils le portent. Ils ont en eux leurs histoires multiples, leurs héritages multiples, mais ils ont en eux profondément cette fibre française, le rapport à la langue, le rapport à l'histoire, la mauvaise foi, le sens du jeu, l'esprit de fronde, le goût pour la contestation, la passion de la grève. Ils ont ça en eux, le goût pour la manifestation. Ils ont ça en eux. Donc leur héritage français, il est là et personne ne pourra l'enlever. Donc les grincheux vont rester grincheux, les criminels sont des criminels, on va les poursuivre, mais les jeunes auront le dernier mot. Ils sont là et ils font partie de la vitalité de la France et de la vitalité de l'Europe dans tous les pays où ils sont présents. Merci, merci et bravo, Madame Taubira, et merci, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Vous êtes sacrément complices tous les deux. Hein. Oui. C'est une vieille histoire d'amour. Merci à toutes les équipes techniques de Guyane la Première et de RFI. Esclavage, notre histoire, ainsi s'achève cet épisode inédit de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin, filmé par Yann Bourdelet et Mathias Taylor. Un grand merci à toutes les équipes de RFI de Guyane Première, ainsi qu'à Armel Châtelier de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, super impliqué dans ce duplex. Et merci à vous, chers auditeurs. Abonnez-vous à notre podcast via votre téléphone. Et si vous en êtes capable, faites plus de bruit que Christiane Taubira sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Cette émission encore et toujours, c'est la vôtre.